Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le laboratoire Norsan. Aujourd'hui, nous accueillons Camille Herman, donc, qui est biologiste dermonutritionniste, et on va parler un peu de la santé cutanée, avec notamment un petit focus sur le lien entre les oméga 3 et la peau et surtout l'importance d'avoir une bonne supplémentation. Et donc, on accueille Camille Herman, qui est donc biologiste et dermonutritionniste. Bienvenue Camille. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors, donc moi, je suis Morgane Nuel, donc je suis chargée des relations avec les professionnels de santé au sein du laboratoire Norsan. Le laboratoire Norsan, en fait, qui est un laboratoire d'origine norvégienne qui a été fondé il y a 10 ans maintenant en Allemagne. Et on est présent en France maintenant depuis fin 2019. Euh, on propose exclusivement des oméga 3 marins qui sont 100% naturels, hautement dosés, donc sans concentration chimique, et donc avec des oméga 3 sous forme de BA et de DHA. Euh, Camille, si vous pouvez passer à la Oui, slide suivante. On est présent dans la plupart des pays européens, donc forcément les pays germanophones, Allemagne, Autriche, Suisse, mais également en Pologne, en Italie, France, Belgique, Luxembourg, et puis de plus en plus dans les pays de l'Est. L'objectif de Norsan, c'est d'informer sur le mode d'action, sur les graisses, comment elles fonctionnent dans l'organisme, et donc permettre à tous d'avoir un apport suffisant en oméga 3 pour, d'une part, rééquilibrer son rapport oméga 6-3 et augmenter son indice oméga 3. Voilà pour ma part. Je vais laisser la parole à Camille maintenant, qui va se présenter et qui va donc commencer le sujet que vous attendez tous, donc sur la dermonutrition. merci Morgane pour cette introduction. Donc, je me permets d'enchaîner. Je suis aujourd'hui présente avec grand plaisir pour vous parler de la dermonutrition, qui est finalement la science du soin de la peau par l'alimentation, par la nutrition et la micronutrition. Je commence par une brève présentation, non pas de moi, mais de ma peau, ce qui me semble intéressant pour vous expliquer comment j'en suis venue là. Donc, ça, c'est ma peau il y a quelques années, avec une rosacée bien installée à gauche, un mélasma assez incrusté et des rides prématurées qui sont apparues sur ma peau de manière bien plus rapide qu'elle n'aurait dû l'être pour mon âge. Donc, ce que j'essaye de faire passer comme message avec cette slide et avec cette présentation de ma peau avant moi, c'est que euh, dire que une jolie peau, c'est génétique, c'est pas vraiment véridique, c'est plutôt qu'une jolie peau, c'est épigénétique. C'est-à-dire qu'à 80%, ça va dépendre de l'alimentation, du stress, de la gestion de paramètres qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas. Évidemment, il y a des notions de stress et de pollution qu'on ne choisit pas forcément, mais en tout cas, ça peut se travailler au niveau épigénétique plus que génétique à 80%. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ma passion, c'est la dermonutrition. Et c'est ma vocation profonde d'apporter un maximum de connaissances, de réunir toutes les connaissances qui existent en dermonutrition, d'investiguer, de nourrir de nouveaux projets en nutrition de la peau pour pouvoir apporter une réponse aux problèmes de peau par la nutrition. Donc moi, je suis biologiste de formation, spécialisée peau et nutrition. J'ai créé ma société qui s'appelle VeggieGlow, à travers laquelle j'ai beaucoup de fonctions différentes. Je suis enseignante, créatrice de contenu, consultante, conférencière et autrice avec un livre à venir cette année. Je suis diplômée d'un master en biologie santé, d'un diplôme universitaire en nutrition de la Sorbonne, d'un certificat de nutrition à Harvard et je suis formée en micronutrition de la peau au CIN, qui est l'organisme de référence en micronutrition cutanée. Si vous voulez être formé, c'est chez eux qu'il faut aller. Alors, la nutrition de la peau, ça peut paraître assez loin pour certains, et en fait, pas tant que ça. Cette slide, je vous la montre. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, j'écoute Morgane, qui est votre voix, mais si je vous montre comme ça cette slide avec du Ouais. chocolat, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose au niveau cutané? N'hésitez pas à nous répondre dans le chat. Donc, quand vous pensez au chocolat par rapport à votre peau, n'hésitez pas à nous dire ce à quoi vous pensez. Pour l'instant, pas beaucoup de réponses. N'hésitez pas, lancez-vous, il y a un deuxième indice après. Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête. Sinon, je révélerai la réponse, Morgane. Alors, on nous dit qu'il existe des soins au chocolat. Oui, c'est vrai, il existe des soins au chocolat.
Le magnésium qui revient plusieurs fois. Oui, d'accord. Les boutons. Ah, les boutons, très juste. Eh ben, ça vous fait penser aux boutons. C'est vrai. J'ai une deuxième slide qui était une autre slide pour vous aider si jamais, mais qui était les charcuteries. Quand on pense C'est le chocolat et précurseur charcuterie, du tryptophane. waouh, Ouais. ah oui, il y a vraiment des experts parmi nous. Non, tout à fait. C'est aussi il y a aussi un précurseur du tryptophane, tout à fait, dans le chocolat. Bon, là, on est sur des charcuteries, mais du coup, ça complète un petit peu la réponse précédente. C'est vrai, quand on pense chocolat et charcuterie, on pense bouton. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'y répondrai un petit peu après, mais ça me permet de vous montrer que finalement, en fait, la nutrition de la peau, intuitivement, vous auriez envie d'y penser quand vous voyez certains aliments. Donc, vous connaissez la nutrition de la peau sur certains paramètres. Je dis pas que c'est vrai, attention, hein. Charcuterie, chocolat et acné, mais ça me permet d'introduire en tout cas cette notion de dermonutrition. Du coup, je vous présente Gabriel. Gabriel, qui est notre invité aujourd'hui, qui a 21 ans. Gabriel est un jeune étudiant qui en école d'ingénieur, il est à fond, il a très envie de devenir ingénieur en nutrition, il pratique beaucoup de sport, il pratique la musculation et il a de l'acné. Et Gabriel est déjà allé voir des dermatologues pour accompagner son acné, ça l'a aidé, il a eu des médicaments, il a eu des crèmes qui l'ont aidé à améliorer son acné, et il a envie d'avoir des réponses nutritionnelles également pour réussir à gérer au quotidien son acné par son assiette. Alors l'acné, je rappelle que c'est une inflammation pilosébacée, c'est-à-dire que c'est ce pore que vous voyez là qui contient donc le poil, qui est la partie pilosébacée. Et le sébum, en fait, vient du petit bulbe que vous voyez à gauche en noir et qui va excréter le sébum. Sur une peau normale, vous voyez que le sébum est normal. Sur une peau acnéique, le sébum est explosif et vient générer de l'inflammation, cumulée à la prolifération d'une bactérie qu'on a naturellement sur notre peau, qu'on appelait anciennement P. acnes, qu'on appelle maintenant C. acnes pour des raisons taxonomiques qui ont été revues. Et cette prolifération de sébum, de ces bactéries qui sont dans un bouillon parfait justement pour évoluer, en plus d'une prolifération cellulaire, génère ce qu'on appelle des boutons d'acné et donc de l'acné. Si je vous montre ce chiffre, 6 millions, c'est parce il est très parlant, c'est 6 millions de personnes en France qui souffrent d'acné. Donc à 60-65%, il s'agit d'adolescents, puisque c'est celle qu'on connaît en majorité, hein, l'acné adolescente, mais il faut savoir qu'il y a quand même entre 35 et 40% d'acné adulte, donc de personnes adultes qui souffrent d'acné. Ce n'est pas qu'une maladie adolescente. Les causes de l'acné, c'est toujours un dérèglement hormonal. C'est important de poser les bases de cette maladie cutanée. C'est une maladie cutanée. Parce qu'en fait, l'acné, si on n'a pas de l'acné de base, on va pouvoir avoir de l'acné, au sens acné du terme, avec l'alimentation. On va parler de boutons. L'acné en tant que tel peut venir d'un dérèglement hormonal qui a lieu à la puberté, par exemple, avec notamment les hormones androgènes qui vont exploser, la testostérone notamment qui est en lien. Au niveau de la pilule ou des cycles menstruels, on a souvent la progestérone qui vient aussi un petit peu perturber cette partie acné, en tout cas. La grossesse, la ménopause et pas la ménopauseuse, et le syndrome des ovaires polykystiques qui sont des dérèglements hormonaux qui peuvent générer de l'acné. Et par-dessus cette acné, c'est-à-dire cette acné qui est de base, qui a un terrain génétique, c'est-à-dire qu'on réagit tous plus ou moins à une potentielle acné en fonction de notre terrain génétique. Le fait que les hormones apparaissent dans des concentrations diverses, on y est tous sujets, à l'adolescence par exemple, ou lors de cycles, mais on a tous des cycles différents, enfin on a toutes des cycles différents, on a toutes des réactions physiologiques différentes face aux variations hormonales, ce qui fait que dans certains cas, on a de l'acné, dans d'autres non. Et ce terrain, il est évidemment sur un fond génétique. Une fois que l'acné est là, il va y avoir des facteurs aggravants. Donc, il va y avoir des facteurs du style de vie, et notamment des facteurs nutritionnels qu'on va aborder ici, qui sont des paramètres importants d'aggravation de l'acné. Alors, dans l'acné, il y a certaines carences qu'on retrouve de manière assez récurrente, qui ont un lien avec l'acné. D'abord parce que l'alimentation peut être déséquilibrée et donc ça peut venir les carences peuvent venir amplifier cette acné, ou alors parce que l'organisme peut avoir des besoins accrus du fait qu'on est sur un organisme qui a de l'acné et donc
pomper davantage, en tout cas, de ces nutriments. Donc, on va avoir le zinc, la vitamine A, B12, D et E, le fer et les oméga 3, qui peuvent être des carences fréquemment retrouvées dans des cas d'acné. La raison pour laquelle certains aliments peuvent aggraver l'acné, je vais vous l'exposer ici rapidement. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la cascade métabolique parce qu'il nous faudrait une heure entière pour la détailler, mais en tout cas, je vais vous la décrire dans les grandes lignes. On a là-haut des éléments négatifs en excès de ce qu'on appelle la Western Diet, c'est-à-dire notre alimentation actuelle qui est riche en glucides raffinés, en produits laitiers et en graisses saturées. D'accord? Ces éléments-là vont perturber des voies métaboliques que sont FOXO1 et mTORC1. Alors, dans les produits laitiers, on parle produits laitiers, mais c'est ce que contiennent les produits laitiers, hein. On va avoir des graisses saturées, on va avoir de la caséine, du lactosérum, du lactose et des hormones qui vont être les éléments qui vont jouer sur la perturbation de ces voies métaboliques. Et d'autre part, on a les glucides raffinés et les graisses saturées. Donc, ces voies métaboliques vont être perturbées, ce qui va stimuler la production de sébum par des voies métaboliques que vous voyez ici. Et dans cette production de sébum déréglée, on va avoir une prolifération accrue de cette fameuse C. acnes qui, on le rappelle, dès qu'il y a plus de sébum, dès que le sébum est plus épais, cette bactérie est super heureuse. On l'a tous naturellement sur la peau, hein, cette C. acnes. Elle fait partie de notre microbiote cutané, mais dans les cas d'acné, elle surexiste. Donc, elle devient un élément perturbateur, ce qui génère la comédogénèse. Les boutons, pardon. Cette prolifération et ces cascades vont générer de l'inflammation et de la comédogénèse, et donc on va avoir de l'acné qui va s'aggraver. On retrouve notamment souvent ce qu'on appelle des poussées ou crises d'acné lorsque, par exemple, on surconsomme des graisses saturées, des produits laitiers ou des glucides raffinés. Ça va être le même cas, par exemple, avec des dermatoses inflammatoires comme l'eczéma, où on va avoir un terrain d'aggravation. Ça fonctionne par poussée ou par pic, si vous voulez. On a souvent des crises d'acné comme on a des crises d'eczéma. C'est un petit peu la même chose. Ça peut être corrélé aussi, comme d'autres paramètres du style de vie, à une alimentation à un moment qui va être déréglée et notamment riche en certains de ces aliments. Et donc, bouton d'acné. Alors, quelques recommandations spécifiques alimentaires qu'on peut donner à quelqu'un qui a de l'acné. Alors, on est plutôt bien documenté aujourd'hui. Quand je dis plutôt bien, c'est que la nutrition de la peau reste quand même une science qui en est à ses tout débuts. Donc aujourd'hui, je partage avec vous ce qui se rapprocherait le plus de la vérité. Mais vous savez, en tout cas, que la vérité scientifique, elle s'étale sur une échelle de 1 à 10. L'objectif, c'est de se rapprocher au maximum du 10, mais on n'est jamais à un 10,00. Donc aujourd'hui, ce que je vous apporte, en tout cas comme information, c'est ce qui se rapprocherait de la vérité. Dans les recommandations, on pourrait conseiller d'arrêter vraiment le lait en bouteille, c'est-à-dire le lait liquide. Et les produits laitiers, on invite à la modération. Alors, on va réduire les produits laitiers qui contiennent des éléments qui peuvent jouer sur l'aggravation de l'acné, mais c'est un petit peu moins engageant que le lait. La raison étant que les produits laitiers comme le fromage et les yaourts, par exemple, contiennent peu de lactosérum et la fermentation va permettre de baisser un petit peu le niveau de lactose. On va avoir aussi des probiotiques qui vont jouer aussi sur l'inflammation. Donc, on va dire que yaourt, fromage, c'est moins gênant dans l'aggravation de l'acné que le lait qui, lui, est riche dans tout ce qu'on veut essayer d'éviter pour aggraver un terrain acnéique. Et viande rouge, parce que la viande rouge contient des graisses saturées et des cytokines, donc on va modérer la consommation de certaines viandes rouges. Le zinc, on va regarder, l'idéal, c'est d'aller faire des analyses biologiques, évidemment, biologiques fonctionnelles, pour regarder aussi où on en est au niveau de son statut en zinc et ne pas hésiter à complémenter et à orienter vers des aliments riches en zinc pour justement amener ce zinc dont on a besoin pour améliorer une acné. Prébiotiques, probiotiques, on a aujourd'hui établi un lien clair entre le microbiote clair. Il n'est jamais 100% clair, mais en tout cas, on commence à établir un lien entre le microbiote digestif et le microbiote cutané, qui sont étroitement corrélés. L'hypothèse qui est faite, c'est que le microbiote intestinal envoie des signaux au microbiote cutané. Donc les deux se passent des coups de téléphone si vous voulez. Donc si l'un est déséquilibré, l'autre le sera aussi. Donc travailler avec des prébiotiques et probiotiques spécifiques peuvent être intéressants en cas d'acné. On a des souches spécifiques pour l'acné qui commencent à émerger dans la littérature, qui peuvent être intéressantes en termes de probiotiques. On aura par exemple Lactobacillus acidophilus ou Bifidobacterium bifidum qui sont ressortis dans certaines études comme étant intéressantes pour soulager l'acné.
Les oméga 3, et on va le voir après parce qu'une carence en oméga 3 ou un déréglage sur la balance oméga 3, oméga 6 peut jouer sur l'inflammation et on a vu que l'inflammation jouait aussi sur l'acné. Et le thé vert, et je vais vous expliquer un petit peu après, peut être intéressant pour apaiser certaines crises d'acné. Camille, on nous demande Oui, également si le kéfir de lait peut jouer. D'habitude, je pose la question à la fin, mais comme là, c'est vraiment spécifique sur les recommandations, bien sûr. je me permets d'intervenir. Oui, oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne vois pas, mais en tout cas, Morgane prend la parole pour vous. Alors, le kéfir, il me semble, est fermenté. Donc, a priori, comme dans le cadre des yaourts, on va avoir une réduction des éléments néfastes. Alors, j'aime pas trop le mot néfaste à tout va, parce que tout est une question de balance et d'équilibre. Mais en tout cas, on va avoir une réduction des éléments qui aggraveraient l'acné. Donc, a priori, le kéfir, même si j'ai pas d'études, en tout cas là sous le coude pour vous dire oui ou non, serait plutôt dans la catégorie des produits laitiers euh, un peu plus acné-friendly que le lait pur et brut. Super, merci beaucoup. Alors, le thé vert, je vous en parlais, comme je terminais par le thé vert, autant vous l'expliquer tout de suite. En fait, le thé vert contient des catéchines qui vont agir sur les récepteurs à l'insuline. Et en fait, cette sensibilité à l'insuline va être optimisée, ce qui va diminuer la production des IGF-1, qui sont des éléments qu'on a vus dans la cascade métabolique, entraînent une aggravation de l'acné, une sébogénèse, une prolifération de ces acnès amplifiés. Elles vont également jouer ces catéchines sur l'inflammation en inhibant les TNF-alpha et les COX-2, qui sont des éléments pro-inflammatoires. On va parler des oméga 3 qui sont aussi qui nous intéressent durant ce webinaire. En fait, les oméga 3, surtout si on est sur un déficit, jouent un rôle important dans le cadre de l'acné. Ils vont avoir des effets anti-inflammatoires en diminuant la production des prostaglandines et des leucotriènes. Ils vont aussi réguler le sébum. En fait, ils vont pas forcément diminuer la production de sébum, mais ils vont changer sa consistance en le rendant plus fluide. Et donc, qui dit plus fluide, moins comédogène. Si vous voulez, le sébum, c'est un petit peu, c'est vraiment un élément qui va venir boucher, si vous voulez, un pore. Donc, plus il est fluide, plus il glisse, on va dire, sur l'océan cutané, et moins il rendra la zone comédogène. L'équilibre hormonal également, puisqu'en fait les oméga 3 va aussi jouer sur la sensibilité à l'insuline et donc réduire les pics de testostérone. On l'a vu, la testostérone, c'est cette fameuse hormone qui explose notamment au moment de l'adolescence et qui génère l'apparition de l'acné. Ils vont aussi jouer sur l'équilibre du microbiote intestinal avec un rôle prébiotique et ils vont diminuer cette perméabilité intestinale qui va engendrer ce qu'on appelle ce leaky gut qu'on connaît et qui fait que on a des problèmes d'absorption, d'assimilation derrière. Et donc ces 4 facteurs, en tout cas, sont des éléments importants à avoir en tête au niveau des oméga 3 parce qu'ils peuvent venir apaiser et jouer au niveau de l'acné également. Je fais un très rapide tour sur tout ce qui est digestion. Il y a sûrement certains d'entre vous qui connaissent, mais je voulais quand même l'exposer sur une slide pour parler aussi d'assimilation. Et après, vous expliquer comment les nutriments arrivent au niveau de la peau. En fait, comment ces nutriments qu'on absorbe vont venir nourrir la peau. D'abord, tout commence par une transformation mécanique des aliments. On va mastiquer et en mastiquant, on va activer les enzymes salivaires, donc par exemple l'amylase, et on va créer ce qu'on appelle le bol alimentaire. Donc c'est ce qui va être le produit de cette mastication au niveau de la bouche. On aura ensuite une digestion chimique. Donc, au niveau de l'estomac, on aura ces fameux sucs gastriques comme acéchlorhydrique ou pepsine qui vont dégrader des protéines dans l'estomac. Donc, ce sera la suite de la digestion. Et dans l'intestin grêle, la bile va venir émulsionner des lipides et des enzymes pancréatiques comme amylase, lipase ou protéase vont poursuivre la digestion de ces macronutriments. Et l'absorption des nutriments, donc cette fameuse absorption qui est indispensable pour que les nutriments puissent venir agir sur les différents organes qui nous intéressent, donc ici la peau, vont être absorbés au niveau de l'intestin grêle, qui est donc tout en bas de ce schéma. Donc les nutriments, le glucose, les acides aminés, les acides gras vont passer dans le sang ou dans la lymphe à travers ces villosités intestinales. Et puis après, on a l'élimination des déchets, c'est-à-dire notamment les fibres ou des résidus non digérés par le côlon et qui forment les matières fécales. Le microbiote, je ne vais pas l'aborder ici en détail, je voulais expliquer un petit peu avant, mais ce qu'il faut retenir du microbiote, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup à de bonnes raisons et à juste titre. Il ensemence complètement notre système digestif.
Il est plus ou moins en quantité selon les zones digestives. On en a beaucoup dans le côlon, on a une quantité très raisonnable dans l'intestin grêle et un petit peu moins dans l'estomac. Et on sait que ce microbiote intestinal communique de manière étroite avec la peau par des métabolites. En tout cas, c'est l'hypothèse aujourd'hui que fait la science. On ne sait pas exactement pourquoi. La science du microbiote, elle est là et on en est vraiment que là, en tout cas de ce qu'on devrait découvrir et ce qu'on va découvrir sur les impacts du microbiote sur la santé et sur nos organes. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le microbiote cutané a vraiment un lien étroit avec ce microbiote digestif par des communications métaboliques. Vous avez ici une coupe de peau. Alors dans cette coupe de peau, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit toute la partie sanguine qui arrive au niveau du derme. Donc la peau est structurée en 3 couches, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on a l'hypoderme qui est le coussin graisseux tout en bas, qui va nous protéger des chocs, qui va stocker aussi de l'énergie. On a le derme qui est la deuxième couche, donc la couche intermédiaire, qui contient les vaisseaux sanguins. Donc c'est là où vont arriver justement ces fameux nutriments. Et on a l'épiderme qui est ce qu'on voit. Ce que je vois de vous, c'est votre épiderme. Ce que vous voyez de moi, c'est mon épiderme. Mais pour qu'un épiderme se façonne et se constitue avec qualité, il faut que les nutriments aient été amenés en quantité et en qualité suffisante dans le derme. Et donc, cet ascenseur, c'est pour vous expliquer que votre peau se renouvelle en 28 jours. C'est-à-dire que ce fameux renouvellement de l'épiderme a lieu en 28 jours, plus ou moins. Il ralentit avec le vieillissement et il s'accélère avec certaines pathologies, comme par exemple le psoriasis, où le renouvellement peut se faire entre 6 à 7 jours. Et c'est pour ça qu'on a l'apparition, dans le cadre de personnes qui ont du psoriasis, de plaques blanches, épaisses, un petit peu grumeleuses. Mais en tout cas, la moyenne pour un renouvellement cutané, ça va être 28 jours. Donc, ce qui veut dire qu'en 28 jours, si on mange comme il faut pour sa peau, en théorie, on peut observer des premiers résultats. Évidemment, il faudra tenir compte d'autres paramètres que sont l'environnement, le stress, la pollution. Il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte dans l'équation. Mais au niveau de la nutrition, on peut travailler en 28 jours déjà pour avoir des premiers résultats bénéfiques sur la peau. Puis on a une peau neuve qui apparaît. Donc là, c'est ce que je vous expliquais au niveau du renouvellement cellulaire. En fait, il se fait en plusieurs étapes, mais de manière générale, il se fait en 28 jours et il va se passer à la fin de ces 28 jours. Ces cellules se poussent jusqu'à arriver, c'est pour ça que je vous montrais l'ascenseur, elles se poussent, elles se renouvellent et elles se kératinisent. La kératinisation, c'est la protection, si vous voulez, des cellules cutanées. Une fois qu'elles sont arrivées tout en haut, elles desquament, si vous voulez, elles sont éliminées et c'est des peaux mortes qu'on retrouve dans l'environnement, dans les poussières notamment. Il faut savoir que les poussières dans les appartements sont composées en très grande partie de cellules mortes de votre peau. Alors, on a beaucoup de ce que j'appelle dermonutriments, c'est-à-dire les nutriments qui vont nous intéresser dans le cadre de la nutrition cutanée. Ceux que je vous montre là à l'écran, ça pourrait être des tops. Il y en a évidemment plein d'autres qu'on pourra citer, mais j'ai choisi de vous présenter ceux-là comme étant les nutriments d'intérêt principaux pour votre peau. On a les oméga 3 et 6 qui nous intéressent en particulier ici dans le cadre de ce webinaire. On a les vitamines A, C et E, le zinc, le sélénium, le fer, le cuivre, les antioxydants évidemment, la vitamine D, les pré et les probiotiques. Je vais commencer par vous parler des oméga 3 et des oméga 6. Les oméga 3, vous les connaissez sous le nom de ALA, EPA ou DHA, et les oméga 6, LA ou AA. Ils vont avoir un rôle et on l'a vu dans le cadre de l'acné, dans la modulation de l'inflammation. Ils vont aussi permettre de maintenir une fonction barrière cutanée. Alors la fonction barrière cutanée, c'est, si vous voulez, c'est un peu ce que j'aime appeler la force de la peau, c'est-à-dire sa capacité à résister aux agressions, à faire effet barrière. Donc agression étant stress, pollution, intempéries, froid, chaud. Plus une barrière cutanée est forte et solide, et plus elle sera capable de résister à tout ça et donc à apparaître évidemment à être en meilleure santé et à apparaître aussi plus lisse et plus belle selon les critères actuels sociétaux. Ils vont aussi rentrer en jeu dans la régulation de la production de sébum, comme on l'a vu dans le cadre de l'acné. Et un déficit dans ces oméga 3 ou 6 va entraîner des sécheresses cutanées, de l'inflammation accrue, un vieillissement prématuré. Les sources alimentaires d'oméga 3, ça va être beaucoup les poissons gras. Alors, moi, j'aime m'orienter vers les petits poissons gras, c'est-à-dire macro-sardines, parce que les plus gros poissons gras, les poissons prédateurs que sont thon et saumon,
on est capable de dire aujourd'hui qu'ils sont assez pollués et qu'ils contiennent une quantité assez généreuse de métaux lourds. Et les petits poissons gras qui sont en bas de la chaîne alimentaire, qui ont donc un cycle de vie un petit peu plus court, n'ont pas le temps d'accumuler autant de métaux lourds que le thon et le saumon. Donc quand on dit poisson gras, moi j'aime dire macro sardine, c'est l'idéal. Pourquoi pas de temps en temps du thon ou du saumon, mais ça ne doit pas être la base en tout cas de notre source alimentaire pour les oméga 3. On va avoir l'huile de lin et l'huile de noix qui va contenir des oméga 3 de type ALA, là où les poissons gras contiennent des types EPA et DHA. Et dans les huiles végétales, on retrouvera des oméga 6. Je vais vous en parler après, mais tout va être une histoire de balance. Il va falloir qu'on ait une quantité d'oméga 6, d'oméga 3 qui soit balancée et à l'équilibre pour pouvoir maintenir un état physiologique de santé et donc qui se voit au niveau de la peau. Je passe rapidement là-dessus parce qu'il s'agit des formes compléments alimentaires, des formes utilisées. Je vais plutôt venir sur les origines. On peut avoir des oméga 3 qui viennent des huiles de poisson, comme anchois, sardines ou maquereaux, des huiles de krill, qui sont particulièrement riches en phospholipides. Et sur la partie plus végétale, c'est-à-dire pour les personnes qui ne consomment pas de poisson, qui sont végétariens, végétaliens ou alors qui ont des préoccupations autres, on peut travailler avec des micro-algues, par exemple, en complémentation alimentaire. Et d'ailleurs, Norsan propose les deux types d'oméga 3, animaux et issus d'algues. Un excès d'oméga 6 sans un apport équilibré d'oméga 3, ça va générer de l'inflammation. C'est ce qu'on appelle cette fameuse balance oméga 6, oméga 3. Et évidemment, alors, ce qui est aujourd'hui un petit peu complexe, c'est que l'alimentation pourrait suffire à couvrir nos besoins en oméga 3, EPA et DHA notamment. Le problème étant qu'avec ces contaminants et ces métaux lourds qu'on a aujourd'hui dans les poissons, si on surconsomme certains poissons, en fait, on peut atteindre nos niveaux souhaités d'oméga 3, mais on peut aussi dépasser et exploser notre exposition aux métaux lourds. Donc, c'est tout l'intérêt aussi de jouer entre complémentation et alimentation. Et évidemment, de toute façon, il ne faut pas hésiter à faire des dosages. La complémentation à l'aveugle est intéressante, mais l'idéal est toujours de faire des dosages dans la mesure du possible. Cette balance oméga 6, oméga 3, en fait, quand on dit une balance, on cherche un ratio, ce qu'on appelle 3-1. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de se rapprocher, d'avoir 3 doses d'oméga 6, si vous voulez, pour une dose d'oméga 3. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre Western diet, c'est-à-dire l'alimentation moderne actuelle, la moyenne, en fait, est plutôt à 15-1. Donc, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup en ce moment aussi d'inflammation. C'est que notre alimentation nous entraîne à inflammer, puisqu'on a une quantité notamment d'oméga 6 qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle devrait être. Et c'est pour ça qu'on rappelle aussi à une consommation d'oméga 3 qu'on sensibilise beaucoup à la consommation d'oméga 3. C'est pour ça que vous entendez beaucoup parler aujourd'hui d'oméga 3, parce qu'en fait, les oméga 6, on n'a pas tellement de sujets. La majorité en consomme suffisamment, voire trop, alors que les oméga 3, ben, on a tendance à en être un petit peu appauvris. Et les oméga 6, en quantité et en excès, vont en fait déclencher et amplifier des cascades métaboliques inflammatoires qui entraîneront aussi des problèmes de peau. Donc ça, je vous en ai parlé, hein, c'était l'histoire de la bioaccumulation des polluants dans les poissons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les océans, on le sait, sont très pollués, donc les poissons tendent à avoir des chairs polluées. Donc, je vous expliquais la balance d'apport en oméga 3 entre l'alimentation et entre la micronutrition. Elle est assez sensible, c'est-à-dire qu'il y a toute cette notion de ne pas se surexposer aux polluants, mais consommer quand même des oméga 3. Donc, c'est intéressant de combiner une alimentation équilibrée et, dans certains cas, une complémentation s'avère et peut s'avérer indispensable. Le rapport Totox, très important quand on parle d'oméga 3 en complémentation, ça va être l'indicateur de l'oxydation des oméga 3. Le Totox, c'est une formule un petit peu compliquée, mais il faut savoir qu'elle va juger l'oxydation primaire, c'est-à-dire des peroxydes et secondaires qui sont les aldéhydes, dans un oméga 3. Les valeurs recommandées seraient plutôt inférieures à 26. Les bons fournisseurs d'oméga 3 fournissent la valeur parce qu'en fait, ils savent qu'ils ont un oméga 3 de qualité. D'ailleurs, c'est la première question que j'avais posée à Norsan quand on s'était rencontrés, c'est donnez-moi votre rapport Totox, parce que si en général, un fournisseur ne donne pas ou ne fournit pas son rapport Totox ou ne le connaît pas, bah, c'est pas du tout bon signe. Donc, en tout cas, chez Norsan, je peux vous le dire pour avoir contrôlé, le rapport Totox, c'est un bon rapport Totox. Je ne sais pas, Morgane, si vous vous souvenez du chiffre du rapport Totox des oméga 3 Norsan. Moi, je ne l'ai pas en tête. Mais si jamais vous l'avez, ça peut être intéressant, mais c'est un bon rapport. Oui, en effet, vous avez l'ensemble de nos produits qui ont un indice Totox inférieur à 10.
Et donc c'est un très bon rapport Totox. Et un Totox élevé, le sujet, c'est avec ça va entraîner un rancissement et donc un rancissement entraîne une perte de bénéfices et de production, associée de composés pro-inflammatoires. Donc en fait, on peut être contre-productif avec un oméga 3 qui est oxydé et qui a un rapport Totox, mauvais. Donc demandez toujours quand vous achetez un oméga 3, le rapport Totox, c'est indispensable. Alors, je vais passer assez rapidement dessus. C'est pour parler des autres dermonutriments, mais je voudrais quand même bien parler du cas que sont les rides et que vous avez demandé et nous laisser quand même un bon timing. C'était vous parler quand même rapidement du rôle des autres dermonutriments dans le cadre de la peau. On va avoir la vitamine A qui va permettre de réguler la différenciation kératinocytaire, donc les kératinocytes qui sont ces cellules cutanées qui notamment se trouvent au niveau de l'épiderme et qui migrent. Elle va favoriser l'intégrité épithéliale, la modulation du sébum et de l'inflammation aussi. La vitamine C, c'est un cofacteur enzymatique qui va jouer dans la synthèse de collagène. On dit souvent que si vous voulez favoriser la production de collagène qui en plus se dégrade avec l'âge, donc en général qui commence à diminuer à partir de 25 ans plus ou moins, le premier élément clé, c'est regarder si on a assez de vitamine C pour réussir à soutenir cette synthèse de collagène. Elle est antioxydante, donc elle permet de lutter contre le stress oxydatif et les signes de l'âge, et elle va nous protéger, comme je vous disais, contre le stress oxydatif. Ce que je veux vous montrer ici, c'est pas de vous lister tous les rôles, c'est de vous expliquer comment on peut relier un nutriment avec une action sur la peau. Donc c'est important d'avoir conscience, en tout cas, que ce qu'on ingère va avoir clairement un résultat sur la qualité et la santé de votre peau. La vitamine D, ça va être aussi un antioxydant. Elle va protéger les membranes cellulaires contre la peroxydation, donc les membranes cellulaires qui viennent protéger vos précieuses cellules cutanées et qui va justement générer cette fonction barrière dont je vous ai parlé, qu'on souhaite solide pour protéger votre peau des agressions. Le sélénium qu'on trouve notamment dans la noix du Brésil. Alors on dit souvent qu'il faut consommer une noix du Brésil par jour pour couvrir ses besoins en sélénium, c'est vrai. Donc si vous voulez couvrir vos besoins en sélénium, foncez sur les noix du Brésil. A une protection antioxydante importante. Elle va aider aussi la peau à se protéger contre les dommages induits par le soleil et par moduler l'immunité. Le fer, important. Alors le fer, beaucoup de femmes ont déjà eu des anémies, c'est très fréquent. Le fer, on le voit tout de suite sur la peau. On va avoir des teints très pâles, voire un peu jaune bleuté, parfois dans certaines carnations très claires. On va voir l'intérieur de l'œil qui est très clair, on va voir les cernes très marquées. Donc clairement, une anémie, ça se voit sur la peau. C'est un exemple très concret parce que souvent, les personnes qui ont déjà eu de l'anémie se rendent compte ce que c'est qu'une peau anémiée qui se voit, mais en fait, on pourrait dire que c'est le cas pour toutes les carences. Mais dans le cadre du fer, comme beaucoup ont déjà eu une anémie, vous avez déjà vu à quoi ressemble une peau anémiée. C'est une peau très pâle qui perd en tonicité et sur lequel la carnation est beaucoup moins glamour, hein, si je puis dire. Le fer joue sur la synthèse du collagène, mais aussi sur l'oxygénation cellulaire. Et qui dit oxygénation cellulaire dit éclat du teint. Et le fer va aussi avoir un impact sur la pigmentation et la régénération cutanée. Donc clairement, une peau anémiée se voit à l'œil nu. Le cuivre va être un cofacteur enzymatique pour la stabilisation du collagène et de l'élastine, qui sont ces fameuses fibres qui viennent structurer votre matelas cutané. Le collagène et l'élastine, les bébés en sont gorgés, c'est pour ça qu'ils sont tout plumpy, qu'ils ont la peau qui est toute rebondie, et c'est ce qu'on souhaite, le collagène et l'élastine, maintenir le plus longtemps possible et de meilleure qualité possible, puisqu'elles vont garantir ce matelas cutané, donc la fermeté et donc moins de rides. Donc l'idée, c'est d'aller aussi par l'alimentation, booster la synthèse et maintenir surtout un collagène et un niveau de collagène et d'élastine sain pour structurer une peau rebondie. Le cuivre va jouer aussi sur la pigmentation cutanée, puisque ça joue dans l'activation de la tyrosinase, qui est cette fameuse enzyme qui demande aux mélanocytes, donc nos cellules productrices de pigments, de s'activer, donc de produire du bronzage, mais aussi des taches si ça dysfonctionne. Et c'est également un antioxydant. Le cuivre, on en retrouve pas mal dans les noix de cajou et dans le chocolat noir, pour information. Les antioxydants, on pourrait en parler pendant des heures, donc je vais aller assez rapidement dessus, mais évidemment indispensable quand on parle de nutrition de la peau. On va retrouver les polyphénols, les flavonoïdes, les caroténoïdes, ils vont venir neutraliser les radicaux libres, booster la photoprotection et moduler l'inflammation cutanée. La vitamine D, alors on parle de vitamine ou d'hormone D. Aujourd'hui, il y a débat sur le nom de cette vitamine D. Du coup, moi, je l'appelle la vitamine D. Je trouve que c'est assez équilibré pour parler de son rôle. En fait, elle n'est pas synthétisée de manière, elle est synthétisée de manière
physiologique, elle ne se prend pas par l'alimentation ou alors, à part si vous complémentez, ce qui est souvent nécessaire d'ailleurs parce qu'on est, carencé en vitamine D. Il faut savoir que c'est la première carence mondiale, c'est ce qu'a révélé récemment une étude. Va jouer sur la régulation de la différenciation kératinocytaire, va moduler l'immunité, donc vitamine D, immunité étroitement corrélée, et il va avoir un impact sur l'équilibre calcium-phosphore qui aura aussi un lien dans de nombreux mécanismes cutanés. Les pré probiotiques vont moduler aussi l'immunité cutanée et vont jouer un effet barrière contre les pathogènes. Et ce fameux rôle dans l'axe intestin-peau que je vous ai évoqué aura un rôle clé, notamment dans des dermatoses que sont l'acné et eczéma qui fonctionnent sur un terrain inflammatoire. Alors, on va aborder le dernier cas pour lequel vous avez souhaité des informations aujourd'hui, qui sont tout ce qui est rides et perte de fermeté. Je vais revenir en 3 points sur ce que c'est que les rides et la perte de fermeté. En fait, avec l'âge, il va y avoir une diminution de la production du collagène et d'élastine, qui sont ces fameuses fibres de structure de la peau, et de l'acide hyaluronique, qu'on aime appeler les éponges de la peau. L'acide hyaluronique, on en a naturellement dans la peau, on en retrouve aussi beaucoup en cosmétique et en complément alimentaire. C'est des molécules qui se gorgent d'eau pour vraiment apporter à la peau son hydratation, aussi son rebond. Et donc la diminution du collagène, de l'élastine et de l'acide hyaluronique, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments, mais c'est des éléments majeurs, plus la gravité, hein, on a tous en tête la stalactite et la stalagmite. La stalactite qui tombe, elle tombe à cause de la gravité, d'accord? L'eau qui a gelé tombe à cause de la gravité. Dans le cadre de la peau, c'est un peu pareil. Elle est moins solide, elle a moins de fibres pour venir l'aider à se maintenir en place, et en plus, la gravité attire la peau vers le bas. Et cet ensemble cet écosystème, en tout cas, va entraîner une perte d'élasticité et l'apparition de ces fameux plis qu'on appelle des rides. Les facteurs aggravants à l'âge, c'est-à-dire à la chronobiologie, au fait que le métabolisme ralentit avec l'âge, vont être les UV. Donc le soleil, c'est l'un des premiers facteurs de vieillissement accéléré. Le stress oxydatif, donc on est exposé au stress oxydatif par la pollution, mais aussi par l'alimentation, notamment le tabac, qui est un facteur très aggravant également du vieillissement cutané, la pollution, l'alimentation. Alors moi, évidemment, l'alimentation, c'est ça dont on parle aujourd'hui et c'est l'un de mes chevaux de bataille qui est indispensable pour jouer justement sur cette longévité cutanée, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'anti-âge, on parle de longévité, c'est-à-dire comment aider sa peau à avancer dans l'âge en pleine santé et en étant au meilleur de ses capacités, de son potentiel et de son apparence, qui est un beau bonus à travers les années. Le vieillissement cutané, il y a une base génétique, c'est-à-dire que la vitesse de dégradation des fibres de collagène qui vont soutenir la peau, il y a toujours évidemment un paramètre génétique, mais comme je vous dis, le paramètre génétique représente seulement 20% du vieillissement cutané. Il y a 80% du vieillissement cutané sur lequel on peut avoir un impact avec nos habitudes et nos choix de vie, dont l'alimentation. Donc ça, c'est une peau jeune à gauche. Donc je vous disais, hein, elle est chargée en collagène et en élastine, en acide hyaluronique. Vous voyez le collagène en vert, l'élastine qui est en rouge dans le derme et l'acide hyaluronique qui sont ces petits éléments bleus. Tout ça vient constituer justement ce fameux manteau cutané rebondi. Et avec l'âge, ben, ça se dégrade, c'est moins puissant et donc on a cet affaissement, cette perte de fermeté, ces plis que vous voyez à la surface comme un océan houleux, qui sont les rides qui se créent dans le matelas cutané qui est donc plus fragilisé. Du sucre, on en parle beaucoup en ce moment. L'idée ici, c'est pas de diaboliser le sucre à tout va, puisque moi, je suis vraiment de l'école de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut aucun extrême, mais il faut en tout cas une alimentation qui soit équilibrée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd la notion d'équilibre. En fait, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui est véhiculé, l'équilibre finalement, aujourd'hui, on est complètement perdu. Moi, ce que je voudrais quand même vous montrer, c'est ce que c'est que la glycation, qui est cette réaction qui a un impact fort au niveau de la peau, puisque ça va engendrer des rides et une perte de fermeté. Cette glycation, elle se passe en deux grandes phases. On va avoir une phase qu'on appelle précoce. Cette phase précoce se joue entre plusieurs minutes et plusieurs jours, et la phase tardive se joue en semaines et mois. Donc, on est quand même assez rapide. La phase précoce, elle est réversible. Par exemple, ça va être, on mange du sucre, d'accord, on mange un gâteau, une pâtisserie, ou on mange du sucre de temps en temps. On va avoir des phases précoces qui sont réversibles. La glycation, on va revenir à l'essentiel, pardon, je passe déjà dans le timing, mais on va déjà réexpliquer ce que c'est. On a un sucre que vous voyez à gauche, donc ici un glucose.
auquel va se fixer une protéine, ce qui va entraîner une réaction rapide et réversible, et on va générer ce qu'on appelle une base de chiffres qui est très instable, et avec une réaction lente, également réversible, mais un petit peu moins réversible que dans la première, on va avoir un produit d'Amadori. Et si on est exposé de manière régulière, récurrente, intense en quantité, en qualité au sucre, on va rentrer en phase tardive de la glycation et qui là est non réversible, qui va générer des produits de glycation avancée. Et ces produits de glycation avancée génèrent des rides et une perte de fermeté. Évidemment, la suite est plus compliquée. J'ai tiré un trait rapide sur la fin, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le rapport entre sucre et rides. Je vous montre un élément intéressant de micronutrition, qu'on appelle la carnosine, qui est présent dans des produits carnés, mais qu'on a aussi en complémentation alimentaire de manière synthétique. En fait, cette carnosine va être l'une des molécules intéressantes pour permettre de ralentir un petit peu la glycation. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais moi je vous ai montré la carnosine. On pourra aussi avoir des éléments qu'on trouve dans la cannelle, dans le curcuma, dans beaucoup d'autres éléments. Mais la carnosine vient se fixer soit sur les oses, soit sur les bases de chiffres, soit sur les produits d'Amadori, et vont rendre en fait la molécule non reconnaissable. C'est un peu comme si on mettait un casque à ces molécules que la réaction ne reconnaîtra plus, ce qui va limiter la glycation. Alors, ça ne sert à rien de se gaver de carnosine, ça ne suffira pas à couper toute glycation, mais en complémentation alimentaire, ça peut être intéressant pour ralentir un petit peu les signes du vieillissement. C'est un exemple que je vous montre. Il y en a beaucoup d'autres en micronutrition à exposer, mais je trouve celui-là assez parlant et assez amusant pour parler d'antiglycation. Je vais vous parler rapidement des antioxydants. Alors, par exemple, l'anthocyanine, c'est plus pour vous montrer le mécanisme. Les anthocyanines, on en trouve beaucoup dans les fruits rouges notamment, comme les blueberries, je n'ai pas le mot en français, excusez-moi. Tous ces beaux fruits rouges que vous voyez à l'écran. Et en fait, ces antioxydants, comme les anthocyanines, vont agir pour protéger les dommages oxydatifs, notamment liés aux UV, mais aussi les dommages oxydatifs qui peuvent être générés par l'alimentation. Je vais donner un exemple dans le cas des UV ici. Les UV vont générer des radicaux libres qui vont entraîner des mutations et des dommages de l'ADN au niveau nucléaire, c'est-à-dire du noyau de la cellule, mais aussi au niveau mitochondrial, ce qui va enclencher des dommages oxydatifs, de l'inflammation et des dérèglements fonctionnels. En fait, il y a un autre élément intéressant. Vous voyez à gauche du schéma, alors je le montre avec mon doigt, mais c'est vrai que je ne peux pas vous le montrer comme ça. Vous voyez que les anthocyanines vont inhiber la dégradation du collagène en jouant notamment sur les médiateurs de l'inflammation, mais aussi sur ce qu'on appelle les métalloprotéases ou MMP, qui ont un rôle naturel endogène de dégradation du collagène. Et ces métalloprotéases peuvent parfois jouer un rôle accéléré comme un rôle ralenti. Les anthocyanines peuvent jouer sur ces métalloprotéases qui engendrent une certaine préservation du collagène. Dans le cadre des rides et de la perte de fermeté, les oméga 3 ont aussi un rôle à jouer puisqu'ils auront cet effet anti-inflammatoire en diminuant la production des prostaglandines et des leucotriènes. Ils vont aussi maintenir une hydratation cutanée. Ils vont renforcer, comme on l'a vu, cette barrière cutanée, cette barrière lipidique. Donc, ce qui va jouer en fait pour que une barrière cutanée qui est solide, évidemment, creusera moins de rides et en tout cas moins vite. Ils vont permettre de préserver le collagène et l'élasticité en diminuant l'activité de ces fameuses métalloprotéases que je vous ai montrées qui dégradent le collagène et vont aider la peau à se protéger contre les dommages UV, à être plus résistante et à mieux se réparer. J'arrive à la fin de ma présentation. C'était une première approche de la nutrition cutanée. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Parler de la nutrition cutanée, on pourrait en parler pendant des mois, des années. Et elle en est encore qu'à son tout début. On aurait aussi pu parler du concept de leaky gut et aujourd'hui de leaky skin, hein, qui commence à émerger et que moi j'ai appris au CIN où je suis formée. On pourrait parler de l'eczéma, des taches et de la nutrition, de comparer les antioxydants entre eux, savoir s'il y en a qui sont plus efficaces. Par exemple, il y a un débat qui revient souvent en dermonutrition, c'est est-ce qu'il vaut mieux prendre du resveratrol ou de la staxanthine, lequel est le plus efficace? Est-ce qu'on peut les prendre tous les deux? Peau et véganisme, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont véganes. Est-ce qu'il y a des carences dans le cadre du véganisme qui sont compliquées au niveau de la peau? On parle souvent de la glycine, par exemple, qui est difficile à trouver dans le monde végétal et la glycine est indispensable pour la synthèse du collagène. Comment on fait pour équilibrer une alimentation végétale et avoir une jolie peau?
On a le gluten, impact hyper important sur la peau, le gluten. Donc voilà, tout ça, c'est beaucoup de concepts qu'on pourrait aussi aborder. Il y en a beaucoup, mais j'étais en tout cas très heureuse de pouvoir déjà aujourd'hui vous présenter une bonne synthèse de certains éléments de dermonutrition et surtout de faire ce focus sur les oméga 3 qui était surtout ça, qui était le point clé de notre présentation. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram VeggieGlow ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'écrire, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et merci beaucoup pour votre présence et votre attention. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions, puisque comme je vous disais, je ne vois que mon écran, mais j'écoute la douce voix de Morgane. Oui, merci beaucoup Camille. Écoutez, je vais faire une rapide présentation des produits Norsan et après je reviendrai sur les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, si vous arrivez juste à passer sur la slide Oui, suivante, promis, ce sera rapide. Donc, comme je le disais au début de présentation, pour les retardataires, Norsan propose exclusivement des oméga 3 et des oméga 3 qui sont 100% naturels, sans concentration chimique, qui sont hautement dosés. On est sur des 2000 mg par dose journalière. Euh, et donc, on propose uniquement 4 gammes, chacune disponible en capsule, mais surtout en version liquide, qui est la forme la plus naturelle des oméga 3. Donc, vous retrouvez un produit à base d'huile de petits poissons gras, on en a parlé, hein, des harengs, sardines, maquereaux, qui est particulièrement riche donc, en EPA et qui contient un dosage aussi important en DHA. C'est intéressant parce que le PA a une action qui va être notamment anti-inflammatoire. Donc là, par rapport au sujet dont Camille a parlé, particulièrement voilà, intéressant. Et ensuite, vous avez les produits vegan avec un dosage plus élevé en DHA qu'en EPA, qui permet une alternative donc pour les personnes bah, qui ne consomment pas de poisson, qui ne souhaitent pas en consommer. Et la version Arctis qui est de l'huile de foie de morue, là également plus hautement dosée en DHA qu'en EPA. Et bien entendu, une gamme pour les enfants qui est un mélange en fait d'huile de foie de morue et d'huile de petits poissons gras avec une posologie adaptée aux enfants. Euh, Tous nos produits sont certifiés IFOS et Friend of the Sea. IFOS, en fait, c'est un organisme indépendant qui garantit la qualité des produits, notamment en termes de fraîcheur. On a parlé de l'indice d'oxydation. Pour rappel, tous nos produits ont un indice Totox inférieur à 10. On a même le produit Arctis qui est en dessous des deux. Et Friend of the Sea, donc c'est un organisme qui garantit que nos produits proviennent d'une pêche durable dans des eaux certifiées durables sans destruction des fonds marins. Euh, Donc, petit rappel de tout ce dont on vient de parler. Norsan, donc, ce sont des produits riches en oméga 3, hautement dosés, donc 100% naturels, sans concentration chimique, avec des indices Totox très faibles, disponibles en capsule ou en version liquide, qui est maintenant recommandé par plus de 5000 thérapeutes, avec 9 clients sur 10 satisfaits et qui convainc également des sportifs de haut niveau. Voilà, on va désormais passer aux questions. Je vais déjà donc poser donc, celles assez nombreuses qui ont été posées dans le chat. Euh, Première chose, Camille, peut rester comme vous voulez. je me suis Euh, permis d'enlever l'écran, là je vous revois à nouveau. Pas Ça de me fait plaisir de voir souci, un visage humain. pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, il y avait une question sur l'équilibre en fait pour l'exposition aux UV. Qu'en est-il en fait de l'application de la crème solaire en dehors des heures les plus chaudes? Faut-il ne pas appliquer sur la peau la crème solaire pour synthétiser la vitamine D? Ah oui, alors ça c'est un débat qui revient souvent sur la table, le ratio entre se protéger et synthétiser sa vitamine D. Alors déjà, de manière générale, on est tous carencés en vitamine D, exposition solaire ou non. C'est-à-dire que en général, l'hiver ou en saison froide, il faut se complémenter en vitamine D
pour la plupart, on est carencé. C'est idéal toujours de faire un dosage pour bien vérifier évidemment qu'on prenne cette carence, mais ce que montrent aujourd'hui les études, ou en tout cas ce que tendent à montrer ces études, c'est qu'on est tous carencés. Donc, au niveau cutané, les effets du soleil sont très négatifs. C'est-à-dire que il n'y a pas de taches sans soleil, il n'y a pas ou rarement de rides accélérées sans soleil. Ça a vraiment un impact majeur. Donc, moi, souvent, ce que je préconise, c'est d'exposer, il faut exposer 25% de son corps par jour pendant maximum 30 minutes pour synthétiser sa vitamine D de manière naturelle avec le soleil. Donc, les zones fragiles, par exemple visage, cou, décolleté, c'est les protéger. C'est à se dire de manière générale qu'on les protège. En tout cas, entre mars et allez, septembre, qui sont les saisons les plus ensoleillées, c'est bien de se dire qu'on a le réflexe photoprotection, d'accord, au moins au niveau de ces zones plus fragiles. Et évidemment, sur le reste du corps, en plein été ou si on est exposé. Hein. Et après, de se dire que 25% du temps, on essaie d'exposer 25% de son corps et non 25% du temps à un rayonnement naturel du soleil. Parce qu'évidemment, c'est sûr qu'une synthèse naturelle sera plus pertinente qu'un apport par complémentation, mais de toute façon, notre mode de vie moderne et notre exposition à l'ensoleillement fait on tend réellement à être tous carencés. Donc, en tout cas, pour la peau, il y a la réponse peau et il y a la réponse générale. La réponse peau sera, il vaut mieux protéger sa peau du soleil en saison ensoleillée et se complémenter en vitamine D durant la saison froide. Eh bien, merci beaucoup, Camille. Petite question concernant les dosages en sucre. Quelle serait la dose euh, conseillée, enfin tolérée pour ne pas entraîner la glycation? Alors, c'est une excellente question et j'aimerais avoir la réponse. Je ne sais pas. Tout ce que je peux indiquer, c'est que je ne sais pas, je ne connais pas la dose précise. En revanche, ce qui est sûr, c'est que d'aller vers une alimentation qui est la moins sucrée possible, c'est-à-dire d'avoir une consommation raisonnable de glucides. Je dis bien raisonnable parce que voilà, il ne s'agit pas du tout ou rien. On n'est pas dans le tout ou rien dans une alimentation équilibrée, mais en tout cas, notamment tout ce qui est sucre raffiné, essayer de minimiser. Les fruits, par exemple, souvent il y a des personnes qui mangent beaucoup de fruits, en pensant que c'est très bon. Les fruits, d'en manger 2 par jour, c'est déjà bien, parce que les fruits contiennent du fructose. Donc en fait, si on a un quota et une consommation de fruits qui est très élevée, on va faire exploser ses besoins en sucre. Donc la réponse, pour revenir à la question, non, je n'ai pas de dose exacte à donner pour la consommation sucrée, mais en tout cas, ne pas hésiter à faire peut-être un peu de journaling alimentaire, c'est-à-dire à noter pendant une semaine ou deux, par exemple, ce qu'on peut consommer, et prendre conscience des aliments plus sucrés qu'on peut manger. Quitte à se faire accompagner, c'est intéressant, par exemple, de montrer ce journaling à une diététicienne, par exemple, pour se rendre compte si vraiment on mange trop sucré ou pas. Mais non, il y a ma connaissance dans la littérature, il n'y a pas de data exacte sur les quantités de sucre qui engendrent de la glycation, malheureusement. En revanche, Malheureusement. je poursuis ma réponse. Aujourd'hui, on peut faire des analyses fonctionnelles. En fait, c'est des analyses biologiques qui permettent notamment de doser certains éléments, comme la Q10, comme les oméga 3, pour connaître par exemple sa balance oméga 3, oméga 6. Mais on est capable aujourd'hui aussi, enfin, on sait doser ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Et cette hémoglobine glyquée, aujourd'hui, il y a en tout cas, ils ont été établis par les professionnels de santé et par les scientifiques des créneaux à ne pas dépasser, on va dire, pour l'hémoglobine glyquée. Typiquement, ça peut nous donner un indice sur si on mange trop sucré ou pas. Par exemple, l'hémoglobine glyquée, on la suit dans le cas du diabète, par exemple, pour voir si quelqu'un est diabétique. Ça peut être un indice de la glycation. Ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, si on a une hémoglobine glyquée qui sort complètement des barrières glycantes, si je puis dire, ça peut être un indice. On peut se dire, ah, au niveau de la glycation, c'est pas top. Ok. C'est ce que j'ai à ma connaissance aujourd'hui. D'accord. Mais j'en profite, comme vous l'avez évoqué, chez Norson, on propose aussi un autotest pour analyser justement ces apports en acides gras. Donc voilà, ça vous permet de découvrir justement votre indice oméga 3, le ratio oméga 6,3 et les indices sur l'ensemble des acides gras dans le corps. On se contente des acides gras, on n'a pas tout ce dont vous avez parlé, mais on va dire que c'est un premier pas. Très intéressant. Euh, concernant les oméga 3, donc quels sont les dosages
recommandé. Alors là, j'ai par semaine, mais bon, on va peut-être parler de dosage journalier. C'est peut-être un peu plus simple à calculer. Alors chez Norsan, on conseille 2000 mg par jour, ce qui se base sur les analyses réalisées par un laboratoire indépendant sur 34 000 analyses sanguines. Camille, en dermonutrition, est-ce que vous avez aussi des recommandations? Non, pareil en quantité, j'aurais pas de data parce qu'il n'y a pas d'études dessus. Malheureusement, on a Mm, encore trop peu d'études pour avoir des datas à donner. Mais se fier en tout cas aux recommandations de santé que vous évoquez. Mais pour la mm. peau en particulier, la data ne sera pas différente. En tout cas, on n'a pas de data scientifique différente existante aujourd'hui. Très bien. Ensuite, quelles étaient les questions? Je suis un peu perdue. On était toujours, alors par rapport au sucre, est-ce que le sucre de coco ou le xylitol sont aussi toxiques que le sucre de canne? Alors, il y a beaucoup pareil, encore une fois, de discussions autour des sucres. En fait, à partir du moment où c'est un sucre, c'est un sucre. C'est-à-dire que le sucre de coco que vous évoquez, le xylitol, c'est un édulcorant. Donc, c'est autre chose. C'est pas un sucre au sens sucre qui rentre dans la réaction de glycation. Mais sucre de coco, ça reste un sucre. Alors, certains vont dire que c'est plus intéressant parce que plus riche en vitamines et en minéraux, mais dans le cadre de la réaction de glycation, on sera sur du sucre. Donc, ça va rentrer dans la réaction de glycation. Le mieux sur le sucre, de toute façon, c'est de modérer. C'est-à-dire de se dire voilà, l'interdit est compliqué pour le cerveau humain et en plus, on vit dans un monde où il y a beaucoup de sucre. Donc, essayez de modérer au mieux et essayer de se déshabituer du goût sucré. Moi, je conseille plutôt, par exemple, d'essayer de mettre un petit peu, par exemple, de purée d'amande dans un yaourt plutôt qu'un édulcorant. Parce qu'en fait, un édulcorant, même si c'est pas un sucre à proprement parler, vient continuer à habituer le palais et l'organisme au goût sucré. Donc en fait, il ne joue pas le même rôle qu'un sucre, mais il continue à, à entretenir ce rapport au sucre. Parce que le cerveau a un rôle majeur en fait dans notre consommation alimentaire. Et si on continue à habituer notre consommation sucrée avec des leurres, en fait notre attirance au sucre restera similaire. Oui, c'est c'est tout le problème actuellement, malheureusement, réussir à se déshabituer de certaines choses. Je fais une dernière question. Alors là, c'est plutôt relatif aux oméga 3. Comment bien les conserver et surtout comment savoir s'ils sont oxydés et enfin, petite astuce pour les faire avaler aux enfants. Je vais faire un premier élément de réponse et Camille complétera. Pour les enfants, alors sachez que de par l'indice Totox faible, en fait, on est sur des produits qui sont frais et qui en fait ne sont pas rances. Ça, c'est très important. Euh, on conseille également de les mélanger à l'alimentation froide, de les incorporer en fait dans l'alimentation. Il ne faut surtout pas les chauffer, sinon vous détruisez en fait tous les nutriments qu'ils contiennent. Mais voilà, pour les enfants, il y a cette possibilité-là. Euh, donc, ce qui est une première chose. Par rapport à l'oxydation, là, moi, je vais vous parler plutôt par rapport à nos produits. En fait, c'est une fois qu'une bouteille est ouverte, se fier à l'odeur. Forcément, quand ça sent fort le poisson, on peut se dire que l'oxydation est bien entamée. Mais ça dépend des conditions aussi de conservation des oméga 3. C'est des produits qui sont sensibles, ce sont des nutriments et ça se conserve donc au frais après ouverture pour justement les préserver de toutes les agressions extérieures. Camille, si vous avez d'autres choses à rajouter, Alors moi, je fais partie de la famille des perfectionnistes. En général, ce que je dis avec les bien oméga sûr. 3, c'est que dès qu'on les réceptionne, on les met au frigo. Comme ça, on est tranquille. Donc moi, j'ai tout un stock, par exemple, d'oméga 3 Norsan, que j'adore, les flacons là, qui sont une merveille à consommer. Tous au frigo. Donc il y a toute une rangée de Norsan qui m'attend. Mais l'idéal, c'est de très bien les conserver. Donc après, il y a le bien et il y a le mieux. Le bien, c'est de les conserver à l'abri de la chaleur ou à l'abri de la lumière, en tout cas dans un Mm, placard, par exemple. Le mieux, c'est de les conserver au frigo. Ça vous assurer d'avoir un mm, produit qui vieillit super bien. mm. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On me demande est-ce que les gélules aussi se conservent au frigo. Euh,
comme Camille l'a dit, on peut être perfectionniste et les mettre au frigo, mais en soi, il y a une double aussi protection avec l'encapsulage. Euh, voilà, le plus important, c'est de respecter les indications de conservation, hein, vraiment pas de chaleur, pas d'exposition à la lumière. Vous pouvez les mettre au frigo, ça posera pas de souci. Ce qui peut se passer, c'est que la gélule peut devenir trouble, mais c'est normal, on est sur de l'huile, donc ça peut figer à l'intérieur de la capsule. Mais voilà, oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, Camille, j'ai eu beaucoup de retours positifs dans le chat. Donc, Merci, je vous les merci ferai beaucoup. également remonter par mail. Euh, Écoutez, il n'y a plus de questions. On a des questions concernant les compléments alimentaires pour chaque besoin. Voilà comment s'y retrouver parmi tous les compléments qu'on a recommandés, comment les intégrer à son alimentation, comment choisir peut-être un ou deux euh, si on doit vraiment cibler. C'est pas forcément facile de s'y retrouver. Oui. Pardon. Pardon, excusez-moi. Non, j'étais en train de lire les questions. Moi, j'en avais loupé. Morgane, j'ai eu un. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je suis navrée. Oui, c'était pour savoir, parmi tous les compléments que vous avez cités, bah, comment en fait s'y retrouver. On ne peut pas forcément tout prendre. Est-ce qu'il y en a Oui, tout un, à en fait, fait. un ou deux à Bien cibler? sûr, Voilà, bien sûr. C'est bon, j'ai compris la question. pas de souci. Oui, alors clairement, un antioxydant, c'est bien de choisir un antioxydant. Par exemple, le resveratrol, qui est une formule 1 des antioxydants pour la peau. Le polypodium, le cotomos, qui peut être intéressant. L'astaxanthine qu'on a cité. Mais en tout cas, de choisir un antioxydant, c'est bien dans une routine. On va avoir aussi la Q10 qui va diminuer avec l'âge. Donc le coenzyme Q10, hein, qui est cette fameuse molécule qui joue dans l'énergie cellulaire et qui diminue avec l'âge, un peu comme le collagène. La Q10, c'est intéressant, surtout qu'on est très souvent carencé avec l'âge, qu'on ne le dose pas en analyse biologique, donc on ne sait pas qu'on est carencé, et qui est très compliqué à obtenir par l'alimentation. Donc moi, je dirais un antioxydant, un coenzyme Q10. Si on est végétarien ou végétalien, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun doute sur la complémentation en EPA-DHA pour la peau aussi, c'est-à-dire de prendre un complément, puisqu'en fait, le PADHA n'existe pas dans le végétal. Donc, il va falloir aller le chercher. Les huiles de lin et les huiles végétales riches en oméga 3, c'est pas de l'EPA et de la DHA, c'est autre chose. C'est comme on l'a vu de l'ALA ou de l'AA. Et il faut de l'EPA et de la DHA. Donc, par exemple, quand on est végétarien, végétalien, typiquement, et qu'on veut une jolie peau, pas de doute sur la complémentation. Évidemment, la complémentation d'oméga 3 est importante. Idéalement, faire un dosage. Ça, c'est clair. Parce que parfois, on se retrouve aussi avec certaines personnes qui vont dans ce qu'on appelle dans l'hyper extrémisme, qui vont se mettre à manger plein d'oméga 3 et plus du tout d'oméga 6. Donc, tout est une question, encore une fois, de balance. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des gens ne mangent pas assez d'oméga 3. Et pour ceux qui, alors, y croient, parce que je dis y croient, c'est pas vrai. Le collagène, c'est un vaste débat entre les scientifiques. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et il y a en tout cas tout un pugilat autour du collagène. Moi, je suis plutôt en faveur du collagène, parce qu'aujourd'hui, la littérature scientifique que je consomme, en tout cas, me rassure au niveau de l'efficacité du collagène, ou en tout cas, une possible efficacité du collagène. Il y a des résultats au niveau des études. Donc, moi, j'ai envie d'orienter vers du collagène aussi. Et de toute façon, le collagène, on peut tester 3 mois, parce qu'il faut au moins 3 mois, et après se rendre compte s'il y a eu des effets bénéfiques. Et puis, si on n'est pas satisfait, on arrête. Et voilà, mais déjà, ça me paraît pas mal. Le zinc aussi, parce que le zinc, on est pareil, plus ou moins tous carencés. Et c'est déjà pas mal. Et après, bien manger surtout. Avoir une bonne assiette peau. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. J'explique ce que c'est qu'une assiette peau, mais c'est la base avant toute complémentation, c'est penser assiette peau. Et dans cette assiette peau, il y a justement les oméga 3. D'ailleurs. Super, merci beaucoup Camille. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Il y a eu beaucoup de questions. Merci à tous pour votre attention. Je vous rappelle que le replay sera envoyé par mail. Vous trouverez également dans le mail un code que vous pourrez utiliser sur notre site si vous souhaitez découvrir également nos produits. N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. N'hésitez pas à contacter également Camille directement. Voilà, Avec si vous plaisir. avez d'autres questions complémentaires. Merci beaucoup Camille, c'était hyper intéressant. Avec Euh, plaisir, Morgane. Merci à vous pour votre accueil.
Merci. Oui, il y aura également le support dans le mail. Vous pouvez contacter Camille donc sur ses réseaux LinkedIn ou Insta ou directement par mail. Les coordonnées seront également indiquées donc, lorsque je vous enverrai le replay. Donc voilà, vous aurez les coordonnées de tout le monde si vous avez des questions. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit, je pense, et surtout un très bon week-end. Merci, très bon week-end à tous. À Merci, très bon week-end bientôt. Morgane. Au revoir. Au revoir.